Aujourd'hui, on plonge dans la terrible affaire de la petite Lola, une affaire criminelle française qui a bouleversé absolument tous les Français. C'est avec stupeur en effet qu'une enfant de 12 ans disparaît, puis est retrouvée morte dans des conditions atroces. L'émotion s'est répandue dans la France entière. Bienvenue sur Justilo, juriste en droit pénal au parquet, où je vous raconte et décrypte les grandes affaires judiciaires. C'est un après-midi comme les autres à Paris dans le 19e arrondissement, le 14 octobre 2022. Lola Davier, 12 ans, ne rentre pas de l'école. Ses parents, gardiens de l'immeuble dans lequel ils vivent, s'inquiètent. En contrôlant les vidéosurveillances, le père repère sa fille qui entre dans l'immeuble avec une femme inconnue vers 15h15 environ. Quelques heures plus tard, cette même femme ressort, traînant des bagages lourds, dont une malle. Des témoins affirment avoir vu Dabia Benkired dans un café du quartier traînant une lourde malle près d'elle, déclarant « À un moment, elle a voulu la porter, mais on a vu que c'était lourd. On s'imaginait qu'elle avait plein d'affaires dedans. » D'autres témoins ont pu constater quant à eux un comportement étrange, voyant Dabia B faire plusieurs allers-retours entre le café et la boulangerie, demander de l'aide afin de transporter la malle ou encore remonter la rue en chaussettes en train de hurler au téléphone à plusieurs reprises. Il l'a fait. Vers 18h, Delphine Davier, la mère de la jeune Lola, publie sur son compte Facebook un message d'alerte enlèvement avec la description vestimentaire de sa fille, une photo de cette dernière ainsi qu'un cliché des images de vidéosurveillance sur lesquelles on aperçoit cette fameuse femme, cette inconnue, ouvrant la porte de l'immeuble. Dans la soirée, vers 23h30, la police est informée par un SDF de la présence de 2 valises cabines posées à côté d'une malle en plastique renfermant un corps dissimulé par des tissus ligotés et recroquevillés à quelques rues du lieu de la disparition de la jeune Lola. Il s'agit de son corps qui présente des plaies importantes au niveau de la gorge ainsi que des chiffres 0 et 1 inscrits sous ses pieds et la tête recouverte de rubans adhésifs. Les parents de Lola sont avertis vers 2h du matin. Peu après la découverte du corps, les enquêteurs remontent à une suspecte en la personne de Dabia Benkired, 24 ans au moment des faits, et faisant l'objet d'une OQTF, d'une obligation de quitter le territoire français. Elle a en effet été filmée par les caméras de vidéosurveillance transportant une malle après être sortie de l'immeuble. Elle est interpellée, puis placée en garde à vue. Dabia B n'a pas d'antécédent judiciaire, mais est connue des services de police en tant que victime de violences conjugales. Elle est connue pour être une grande consommatrice de produits stupéfiants et notamment du cannabis puisqu'elle fume en effet jusqu'à 20 joints par jour et déclare avoir été victime d'un commis par son cousin et avoir eu recours à la prostitution contrainte par son ancien conjoint et par sa tante durant son enfance. Concernant la jeune Lola, Dabia B tient devant les enquêteurs des déclarations assez fluctuantes. D'abord, elle reconnaît les faits, ensuite elle nie les faits, ou alors elle tient des versions alternatives. Elle invoque des rêves, des esprits, des personnes tierces. Elle se montre insensible à ce qu'a subi la jeune Lola, déclarant notamment « Moi aussi je me suis fait et j'ai vu mes parents devant moi ». Elle raconte avoir attiré la jeune Lola chez sa sœur, vivant dans le même immeuble que cette dernière, et aurait obligé la jeune fille à prendre une douche en raison de ses menstruations avant de la... Elle évoque un avec, je cite, ses doigts et ses mains. Tout ce que je lui ai demandé de faire, elle l'a fait jusqu'à mon plaisir. J'ai eu un orgasme. Je l'ai attrapé par les cheveux, j'ai mis sa tête entre mes jambes, je lui ai demandé de faire ce qu'elle avait à faire, je l'ai lâché, puis je l'ai scotché. Elle poursuit ses déclarations, expliquant ensuite avoir donné des coups à la jeune Lola au niveau de l'épaule et du coup à l'aide d'objets tranchants. Elle reconnaît ensuite l'avoir mise dans une caisse puis être sortie dans la rue avec. Une connaissance de Dabia B serait venue la récupérer pour l'emmener dans les Hauts-de-Seine, puis elle serait revenue seule dans la soirée chez sa sœur, laissant la malle dans la cour de l'immeuble. Son entourage proche décrit Dabia B comme une personne ayant perdu la boule, comme une personne perturbée depuis la mort de ses parents et qui accorderait une place envahissante à la religion. Toujours dans le cadre de l'enquête, après l'audition, après avoir entendu Dabia B, une expertise psychiatrique est réalisée et cette expertise conclut qu'au moment des faits, Dabia B ne souffrait d'aucune altération ni abolition du discernement. Autrement dit, pénalement, Dabia B est complètement responsable de ses actes, et ce, même s'il est mis en avant qu'elle souffre de troubles de la personnalité complexes décrits comme, je cite, un haut potentiel narcissique, psychopathique, incluant une tendance à la manipulation ainsi qu'une structuration perverse de sa personnalité, tentant de disséminer le trouble et la confusion chez son interlocuteur, une tendance au mensonge pathologique et une absence
d'empathie et de culpabilité. L'expert termine son expertise en insistant sur la dangerosité que présente Dabia B et que le risque de violence est très élevé. Il explique que, je cite, dans un rapport de domination, l'autre devient sa proie à moyen de jouissance sur lequel elle pose son emprise. En droit pénal français, en effet, pour qu'une personne échappe à une condamnation pour cause d'irresponsabilité pénale, il faut une abolition du discernement, ou alors, si l'expert conclut à une altération du discernement, dans ce cas, le maximum de la peine encourue est réduit à 2/3 de la peine. Donc par exemple, si la peine maximale est de 30 ans, alors le plafond est ramené à 20 ans. Si, comme dans notre affaire, la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, alors on ne peut pas prononcer la perpétuité pleinement, mais on ira jusqu'à 30 ans maximum. En fait, s'il y a une abolition, alors irresponsabilité, et si altération, la responsabilité pénale est atténuée avec une peine réduite à 2/3 du maximum légal, et ça, c'est prévu à l'article 122-1 du Code pénal. Ici, dans cette affaire, l'expertise psychiatrique a exclu cette cause d'irresponsabilité pénale, et donc Dabia B est considérée comme étant pleinement capable de comprendre et d'agir, elle est donc responsable pénalement. Une autopsie a été réalisée, et celle-ci révèle que la jeune Lola a été asphyxiée et a subi de nombreuses lésions, dont des compressions au niveau du cou et des blessures multiples. 38 plaies ont été identifiées. Dabia B est donc mise en examen pour des faits de sur mineurs de 15 ans, en lien avec sur mineurs de 15 ans avec actes de torture et de barbarie et recel de cadavres. Une information judiciaire, une instruction est donc ouverte. Le procès s'est ouvert en octobre 2025 devant la cour d'assises de Paris. Dès l'ouverture, le frère de Lola interpelle l'accusé en lui disant, devant les juges et la salle d'audience, toute la vérité. Pendant les débats, l'accusé reste souvent impassible mais présente ses excuses en des termes simples, je cite, « C'est horrible ce que j'ai fait, je regrette ». Les débats explorent les différentes versions données par l'accusé, les expertises, les témoignages, l'intensité de la violence des faits commis. Dabia B n'a jamais donné de version stable et convaincante du pourquoi elle a commis de tels faits. Alors quand je dis pourquoi, on pense tout de suite au mobile du crime qui a été commis, c'est-à-dire à la motivation, à la raison psychologique ou émotionnelle en quelque sorte qui pousse la personne à commettre une infraction. Un mobile, ça peut donc être par exemple la passion, la vengeance, la pitié, la jalousie, on parle souvent par exemple de crime passionnel. Eh bien, il faut savoir qu'en droit pénal français, le mobile est indifférent dans la qualification de l'infraction. Il n'est pas un élément constitutif d'une infraction, il n'est pas un élément constitutif du crime dans notre affaire. Donc, il n'est pas nécessaire d'avoir un mobile pour que le soit jugé. Le mobile va surtout aider les magistrats à qualifier l'intention, les circonstances aggravantes et la peine. Ça aide finalement à individualiser une peine et donc quand le mobile reste opaque, les débats sont donc toujours plus intenses. Ce qui ressort de ce procès et notamment du comportement de l'accusée, c'est qu'elle paraît impassible, indifférente. Elle regarde les photos, les images de son crime comme si elle regardait juste un film. On voit les photos de la jeune victime, les pieds, les poings et le visage entièrement entouré de rubans adhésifs. Elle reconnaît le mais elle n'explique pas clairement ce qui l'a poussée à commettre de tels faits. Elle ne présente aucune émotion forte ni d'effondrement visible. C'est d'ailleurs ce qui est soulevé par l'avocat général comme un indicateur d'absence de trouble mental majeur au moment des faits. Elle a pu dire lors du procès en totale indifférence, je cite, « Je l'ai scotché, je l'ai et puis voilà. » Alors, difficile dans une telle position de comprendre comment la défense de Dabia B a-t-elle pu tenir des propos dans sa plaidoirie. La défense a tenté de mettre en avant des traumatismes antérieurs, notamment le fait que l'accusé ait été victime de violences, d'abus sexuels durant son enfance, ainsi que sa consommation de produits stupéfiants. Ils ont aussi appuyé sur le fait que leur cliente, l'accusée, avait quelques regrets, mais ces mots ont été vus par certains comme peu convaincants au regard de la gravité et de la brutalité des faits. Ce comportement de l'accusé, montrant une personne impassible, indifférente, malgré les quelques mots évoquant des regrets, ne fait que renforcer l'impression de dangerosité aux yeux de la cour, ce qui a probablement contribué au verdict rendu le 24 octobre 2025. La cour d'assises a en effet suivi les réquisitions de l'avocat général et Dabia B a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible pour les actes de torture et de barbarie et le
de Lola précédait des actes de torture et de barbarie. C'est ce qu'on appelle en droit pénal français une peine réelle, une perpétuité assortie d'une période de sûreté incompressible. Et c'est une décision historique dans la justice française car pour la première fois en France, une femme est condamnée à la perpétuité réelle, à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, c'est-à-dire une peine où Dabiabé ne bénéficiera d'aucune réduction de peine ni de possibilité de libération anticipée. C'est une peine qui est réservée à des crimes extrêmement graves lorsqu'il existe une forte dangerosité de la personne jugée et qu'on estime que cette personne doit rester en détention jusqu'à la fin de sa vie. Cette peine est peu prononcée et surtout rarement appliquée aux femmes. Cette peine a en effet été prononcée dans quelques affaires seulement, notamment Michel Fourniret, tueur en série condamné en mai 2028 à la perpétuité incompressible pour des sur plusieurs jeunes filles, des et actes de torture. Salah Abdeslam, condamné pour les attentats du 13 novembre 2025. Brahim Aouissaoui, condamné pour l'attentat de la basilique de Nice du 29 octobre 2020. Donc cette peine est très rare en France et on comprend aisément le choix de la peine, comme l'a expliqué le président de la Cour en insistant sur la cruauté extrême des actes de Dabiabé, de la torture réelle subie par Lola et le préjudice psychologique irréparable pour la famille. Dans cette affaire, après le meurtre de la victime, le père de la victime s'est donné la mort le 23 février 2024 à l'âge de 49 ans. Certains témoignent qu'il est mort de chagrin, notamment les membres de son entourage proche. Avant sa mort, il avait témoigné que, je cite, la présumée coupable n'a pas fait que détruire la vie d'un enfant, elle a détruit une famille complète. Et puis il avait repris également la consommation d'alcool alors qu'il était abstinent depuis plusieurs années. Cette disparition a donc lourdement pesé sur cette procédure, sur la famille partie civile et rappelle que le crime touche bien au-delà de la victime puisque l'entourage est lui aussi brisé. Cette peine maximale est donc la peine qui a été prononcée et qui a été considérée comme la peine juste, comme l'a précisé le président de la Cour. Alors attention toutefois, cette perpétuité incompressible ne signifie pas forcément qu'il est impossible de sortir à vie. Théoriquement, la perpétuité incompressible, c'est la prison à vie, sans espoir d'en sortir. Toutefois, le droit pénal français prévoit qu'au bout de 30 ans de détention, le condamné pourra envisager un aménagement de sa peine, mais il faut plusieurs conditions. Déjà, la loi prévoit au minimum 30 ans d'incarcération avant qu'une demande puisse être examinée. Le condamné doit apporter des gages sérieux de réadaptation sociale et la réduction de peine ne doit pas porter un trouble grave à l'ordre public. Et puis, cette demande est examinée à titre exceptionnel par le tribunal d'application des peines ou alors par une commission de la Cour de cassation dans des cas particuliers comme des faits de terrorisme, après avis de plusieurs médecins psychiatres et après consultation de familles des victimes. Les conditions de sortie sont donc extrêmement étroites, sont très strictes, mais juridiquement, après 30 ans, une demande de sortie peut donc être réalisée. Cette possibilité de demander un aménagement de peine, malgré la perpétuité réelle, illustre l'articulation entre le droit français et le droit européen qui trouve un juste équilibre entre, d'un côté, l'exigence d'une condamnation sévère pour les crimes les plus graves et la compatibilité avec les principes européens, notamment l'espoir de sortie pour éviter une condamnation à mort de fait. En fait, même si la peine de mort n'existe plus, la perpétuité réelle est un peu considérée en droit européen comme une mort de fait, et donc ce droit européen insiste sur ce point en donnant une lueur d'espoir pour le condamné de pouvoir envisager un aménagement de peine. Je sais que cette position est pour certains difficile à admettre quand on voit l'atrocité des faits commis ici dans cette affaire de la petite Lola, mais c'est ce que la loi prévoit. Cette affaire, fortement médiatisée par cette atrocité des faits, pose la tension entre l'émotion populaire, la présomption d'innocence et le droit à un procès équitable. Quoi qu'il arrive, ici la peine est, je pense pour la France entière, largement comprise au vu du traumatisme infligé à cette pauvre Lola et à la famille. La mère de Lola a d'ailleurs fait part aux journalistes, même si ça nous ramènera pas ma Lola, on croyait en la justice et on l'a eu. Son frère, lui, a pu dire « On a restauré la mémoire de ma sœur, on a restauré la vérité et surtout, merci à la justice ».
L'affaire Lola, c'est donc bien plus qu'un dossier criminel. C'est un miroir de notre justice, de ses limites et de sa force. Derrière chaque verdict, il y a des vies, il y a des drames, et une question qui reste, est-ce que la justice suffit-elle vraiment à apaiser la douleur? En tout cas, en condamnant Dabiabé à la perpétuité incompressible, la justice française a voulu affirmer que certaines fautes sont d'une gravité telle qu'elles excluent tout retour dans la société. C'est la sanction la plus lourde que notre droit puisse prononcer, mais aussi la plus symbolique. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, un like et à t'abonner pour suivre les prochaines affaires judiciaires.